Alors, je n'ai pas de conflit particulier dans le cadre de l'intervention. Plutôt que de faire un exposé, je dirais, général sur le pneumothorax, je vais plutôt essayer de répondre aux questions, entre guillemets, que j'ai l'impression qu'on me pose le plus souvent en tant que pneumologue qui travaille au sein d'une réanimation médicale, en séparant quand même la prise en charge du pneumothorax spontané idiopathique des pneumothorax secondaires. Pour le pneumothorax spontané idiopathique, je parlerai peut-être est-ce qu'il y a encore des vraies urgences, l'appréciation du volume qui a un petit peu évolué au cours des années, et puis bien sûr tout le côté traitement, est-ce que le traitement a beaucoup changé. Et puis une question aussi que quelquefois l'animateur se pose, c'est quand il faut vraiment adresser le patient au chirurgien thoracique. Sur les pneumothorax secondaires, il y a beaucoup moins, comme vous savez, de littérature. Mais bon, je voulais insister, mais j'ai fait un choix très subjectif sur quelques étiologies particulières. Et puis on verra si ça modifie la prise en charge par rapport au pneumothorax spontané idiopathique. Alors les vraies urgences, il n'y a rien de nouveau, mais il ne faut pas oublier que de temps en temps, le pneumothorax spontané idiopathique, on dit classiquement que c'est une pathologie bénigne, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des signes de mauvaise tolérance et qu'il faut prendre en charge rapidement ces malades. Juste un rappel, c'est pas nouveau pour dire que la tolérance, c'est la clinique, c'est absolument pas les modifications de la radio, c'est pas la balance médiastinale qu'on peut observer sur la radio qui vont vous faire porter le diagnostic de pneumothorax mal toléré, c'est les signes cliniques, la dyspnée, la cyanose, le retentissement hémodynamique, qui fait mettre en place rapidement par voie antérieure un petit cathéter et puis avec un drainage thoracique qui doit se faire dans de bonnes conditions une fois que le patient est en réanimation. L'autre urgence qu'on peut craindre dans le pneumothorax spontané idiopathique, c'est la rupture de bride vasculaire. On la suspecte en fait quand il y a un épanchement pleural associé au pneumothorax. Il y a très souvent des petits comblements de cul-de-sac au cours des pneumothorax spontanés. On peut les ignorer, ça ne pose pas de problème. Par contre, dès que l'épanchement pleural devient de moyenne abondance, je pense qu'il faut le ponctionner pour se rassurer si le liquide est sanglant. Vous pouvez confirmer le diagnostic d'hémothorax par le dosage d'hématocrite avec un ratio hématocrite pleural sur hématocrite sanguin supérieur à 0,5. Il faut alors drainer ce patient, puis le transférer en chirurgie thoracique pour la prise en charge. Et puis il y a des cas même exceptionnels dans ce cadre de la pneumothorax bilatéral, où là encore, par sécurité, on va drainer d'emblée un côté du patient et le transférer dans le service de chirurgie. Alors l'appréciation de la taille du pneumothorax, il y a eu beaucoup de variations dans la littérature. Vous voyez au départ, on partait de 93 avec les critères de Light et où c'était en fait un calcul un peu sioux, je dirais, pour le faire au quotidien. Avec, vous voyez, une largeur d'un hémithorax et puis on calculait la différentielle par rapport au poumon rétracté et puis on avait une appréciation du volume. Bon, de toute évidence, c'était quand même pas très pratique au quotidien. Là, excusez-moi, les Américains sur des recommandations de la CCP avaient proposé, eux, ce qui paraissait plus simple, la hauteur de l'apex au parenchyme collabé. Vous voyez la hauteur H que vous voyez. Et ils partaient du principe que le seuil pour les décisions de choix thérapeutiques, c'était 3 cm. Et puis enfin, on évalue vers quelque chose de plus simple, peut-être, qui est la British Thoracic Society en 2010, qui propose, elle, de mesurer l'épaisseur plutôt du décollement axillaire, de le mesurer au niveau des îles. C'est le petit B que vous voyez sur la diapositive à gauche. Et eux, le seuil pour le choix thérapeutique, c'est 2 cm. Alors pourquoi je parle de ce volume? Parce qu'en fait, effectivement, les recommandations dans le pneumothorax spontané idiopathique de traitement dépendent beaucoup de cette appréciation de volume. Donc j'ai pris l'exemple de l'algorithme qui a été proposé par les Anglais dans la publication de 2010. Et vous voyez que, bon, certes, il faut déjà voir si le patient n'a pas signe de mauvaise tolérance. Et puis si vous avez des arguments pour penser que c'est un pneumothorax spontané, autrement dit pas de maladie pulmonaire sous-jacente et pas un âge supérieur à 50 ans chez un patient fumeur, eh bien, leur conduite à tenir, vous voyez, dépend de la taille du pneumothorax. Vous voyez sur le losange que s'il est supérieur à 2 cm, à ce moment-là, il propose une exsufflation qui est dans le cadre rouge. Si par contre il n'est pas supérieur à 2 cm, qu'il n'y a pas de symptomatologie, il propose éventuellement de suivre ce patient en ambulatoire. Et ce n'est seulement qu'en cas d'échec de l'exsufflation initiale, vous voyez, qu'il propose un drainage thoracique.
Dans le pneumothorax secondaire, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'on a encore ce seuil de 2 cm que vous pouvez voir ici. Mais effectivement, tous ces malades vont rester à l'hôpital quoi qu'il arrive. S'ils ont une taille assez faible, moins de 1 cm de décollement, ils ont tendance à être hospitalisés avec une surveillance simple ou une oxygénothérapie à haut débit. S'ils ont une taille entre 1 et 2 cm, ils proposent l'exsufflation. S'ils ont une taille supérieure à 2 cm, ils proposent un drainage. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué comme dichotomie de traitement, mais vous voyez, c'est pour vous dire que quand même ce volume d'épanchement aérien est important dans la prise en charge. Alors, est-ce que tout ça c'est basé sur des preuves très importantes? J'ai pris juste un exemple qui a longtemps fait débat, qui était de l'exsufflation versus le drainage, justement, dans ces pneumothorax spontanés idiopathiques du sujet jeune. Vous voyez, la Cochrane a fait un travail en 2007 là-dessus. Il montrait bien qu'il n'y avait pas de différence pour les résultats à 24 heures, à une semaine d'efficacité, à 1 an, avec une estimation à peu près de 60% de succès, qu'il n'y a pas donc de différence dans l'indication de pleurodèse chirurgicale ensuite, qu'il n'y a pas de problème de safety, entre guillemets, de sécurité à la mise en place, soit de l'exsufflation, soit du drainage, qu'il y a eu peut-être une petite tendance à une hospitalisation moins importante dans le groupe exsufflation. Mais en fait, ils avaient présélectionné 6 études. En fait, toute la Cochrane est basée sur une seule, l'étude de Nopen dans la revue bleue. Donc c'est sûr que voilà, ils ont considéré qu'il n'y avait qu'une seule étude bien faite au niveau de cette question de l'exsufflation. Cela dit, vous voyez, ça n'a pas empêché, vous l'avez vu sur l'algorithme d'avant, les Anglais de considérer quand même l'aspiration doit être préférée au drainage. C'est ce qu'ils ont mis dans le texte de leurs recommandations et avec un niveau qu'ils ont considéré comme A. Alors ensuite, sur le drainage, on peut avoir évidemment beaucoup de matériel qui est proposé dans la littérature. Il y a les drains qu'on va dire un peu classiques que vous voyez ici. Il y a le système dit de Pleurocat, qui est en fait un cathéter qui passe à travers une aiguille, qui n'est pas le plus préféré généralement des équipes parce qu'on trouve en général que l'aiguille est assez agressive et que peut-être pour une maladie bénigne d'avoir des problèmes de paroi peut être un peu indélicat. Et puis, on en reparlera tout à l'heure, on peut éventuellement aussi utiliser des cathéters encore plus simples, type cathéter veineux. A été développé dans ces dernières années des cathéters entre guillemets plus adaptés peut-être aux épanchements pleuraux de petites quantités qui sont les drains thoraciques qui se mettent avec un système type Seldinger, mais qui voyait à une extrémité distale en forme de queue de cochon avec plusieurs trous, ce qui permet d'être quasi certain de ne pas embrocher avec une aiguille le poumon de l'autre côté. Bon, c'est un matériel qui est quand même assez satisfaisant, il faut reconnaître qu'il est beaucoup plus coûteux que les autres que je vous montre sur la gauche. Pour la taille du drain, je crois qu'il n'y a plus maintenant de discussion. Il y a eu beaucoup d'études, certes des études souvent rétrospectives, et comparé la taille du drain, franchement, il n'y a pas d'utilité à utiliser un gros drain. Ce n'est pas un problème de taille, pas de différence d'efficacité. Donc comme c'est a priori mieux toléré lors de la pause, il paraît logique de prendre les drains thoraciques les plus petits. On pourrait imaginer que le cathéter veineux central est une simplification à l'extrême. Alors, ça n'est pas un matériel qui a été fait pour être mis dans la plèvre, hein, c'est clair. Mais il y avait déjà eu plusieurs études dans les années 90 sur ce petit cathéter. Damien Contou a fait une étude de rétrospective dans le service, profitant, vous voyez, d'un changement net d'habitude des docteurs entre la période avant 2008 et après 2008, et avec, vous voyez, le groupe cathéter veineux centraux ici, le groupe drain thoracique. Et vous voyez, grosso modo, bon, ils ont été posés sur certes des pneumothorax spontanés idiopathiques, mais aussi des pneumothorax secondaires dans certains cas et traumatiques. Et vous voyez que grosso modo, le pourcentage de succès est plutôt bon, puisqu'on est à pratiquement 80% de succès dans les deux groupes. Dans cette étude, on a voulu regarder aussi les taux de succès associés au drainage et on a pu voir qu'en fait, le seul facteur associé à un taux de succès, c'est la survenue d'un pneumothorax dans un contexte de iatrogénie. Donc, c'est vrai que le cathé veineux est assez simple à
mettre, à poser. Les médecins ont surtout l'habitude d'en mettre assez souvent, certes dans les territoires vasculaires, donc ça pourrait être éventuellement une alternative à proposer. Par contre, pour ce qui est de l'aspiration et de savoir quand il faut enlever le drain, honnêtement, aucune étude. Des tas de recommandations. Je vous ai remis les recommandations que j'ai trouvées dans la littérature et vous voyez qu'il y a des petites variations dans ces recommandations. La seule chose, ce qui peut-être n'est pas fait très souvent, c'est que ces recommandations insistent que le fait qu'on n'est pas obligé d'aspirer l'air et qu'un drainage par siphonnage simple peut être la plupart du temps suffisant. On peut se donner, démonter le micro, excusez-moi, on peut se donner un petit peu de temps pour aspirer et quelquefois le poumon va revenir à la paroi simplement par ce système de siphonnage. Certains utilisent des valves de Heimlich anti-retour aussi dans cette proposition. Alors, quand est-ce qu'il faut demander une abrasion pleurale chirurgicale? Les indications n'ont pas beaucoup changé au fil des années. C'est la récidive de pneumothorax homolatéral. Vous savez que la fréquence de récidive augmente de plus en plus à mesure qu'on récidive, entre guillemets. Donc on passe de 30% pour le premier épisode, mais dès qu'on est au deuxième épisode, on est à plus de 50 ou 60% dans les études. Donc c'est pour ça qu'on propose d'emblée une abrasion pleurale dès la première récidive, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a plusieurs années. Le pneumothorax contralatéral, le bilatéral, l'hémothorax spontané, je pense que ça va de sens. Quelquefois, on peut être amené à proposer dès le premier épisode de pneumothorax chez certaines professions à risque de faire une abrasion pleurale pour avoir une sécurité pour certains patients. Et puis, ce qui a peut-être changé, c'est que l'indication de l'échec du drainage a évolué quand même au fil des années. Et maintenant, on attend plus guère, plus de 3-4 jours. Encore une fois, ce n'est pas basé sur une quelconque étude, mais plus de guère, 3, 4, 5 jours de drainage efficace pour considérer que s'il y a un ULH persistant, s'il y a toujours un pneumothorax, il faut envoyer le patient en chirurgie. La technique, je n'insisterai pas, mais juste pour dire que c'est une vidéothoracoscopie. Mais ce qui est important pour le pneumothorax spontané idiopathique, c'est l'abrasion pleurale. Même s'il y a des bulles, type BLEPS ou autres, même si on les enlève, ce n'est pas ça qui fait le traitement. C'est bien l'abrasion complète des deux feuillets pleuraux. Alors, je vous ai montré sur la British Thoracic Society, il y avait la prise en charge ambulatoire. Est-ce qu'on peut vraiment la réaliser? En fait, clairement, il n'y a jamais eu d'études publiées sur ce domaine. C'est vrai, quand on regarde un peu toutes les études qui sont intéressées à la fameuse valve de Heimlich dont je vous ai posé tout à l'heure, à l'exsufflation, on peut voir qu'effectivement, entre les lignes, il y a un certain nombre, comme vous pouvez le voir sur la ligne de malades, qui ont été traités en ambulatoire. Il y a une méta-analyse qui vient d'être faite et publiée dans Thorax en 2013 sur justement les patients qui avaient été traités avec un petit drain et une valve de Heimlich. Et vous voyez, il y a 1000 patients à peu près qui ont été vus quasi exclusivement en ambulatoire avec une bonne efficacité et pas de problème particulier. Donc je pense qu'honnêtement, si on s'entoure d'un certain critère de sécurité, pas de signe de gravité, un retour à 2 cm en latéral, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou moins de 2 cm de base, je pense qu'on peut faire repartir le patient à domicile. Il faut vérifier qu'il a bien compris, qu'il est compliant, qu'il est peut-être accompagné, qu'il est à proximité des urgences, etc. Mais je pense que c'est tout à fait possible de prendre ces malades en ambulatoire. Il faut par contre les revoir assez rapidement derrière avec une nouvelle radio pour être sûr que l'évolution est favorable. Les autres formes de pneumothorax, les traumatiques, en fait, on rejoint l'approche du pneumothorax spontané idiopathique. C'est plutôt abstention dans les formes minimes. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que là encore, même si c'est dans un contexte de traumatisme thoracique, si vous n'avez pas d'hémothorax associé, il n'y a pas de raison de mettre un gros drain. Un petit drain est tout aussi efficace. Pour les iatrogènes, bon, je ne reviens pas sur les étiologies, mais là encore, même approche que le pneumothorax spontané idiopathique. Vous avez vu dans la série rétrospective du service, c'était même plutôt un facteur de bonne efficacité de la pose des petits drains. Il est clair que quand ça survient au cours de la ventilation, bien sûr, il faut effectuer un drainage thoracique d'emblée. Alors, les autres formes de pneumothorax que vous pouvez voir en tant que réanimateur, pneumothorax secondaire à des maladies respiratoires. Vous allez voir de temps en temps, comme c'est représenté sur le scanner, des patients avec une insuffisance respiratoire chronique obstructive, notamment avec des patients avec un emphysème avec des bulles importantes. Les mucoviscidoses peuvent arriver
dans vos services pour un pneumothorax. Et puis il reste encore les infections, les pathologies interstitielles fibrosantes, les fibroses pulmonaires et d'autres maladies, et puis quelques maladies plus rares. Alors je vais juste parler aujourd'hui un petit peu plus des pathologies que j'ai encadrées en rouge, mais sinon pour les autres, clairement les recommandations, c'est ces malades-là doivent toujours être hospitalisés, quelle que soit leur tolérance clinique. On effectue en général un drainage thoracique et les indications de la thoracoscopie sont a priori les mêmes que pour les autres. La seule chose qui est importante, c'est qu'il y avait une notion avant qu'un patient qui avait un projet de transplantation ne pouvait pas avoir d'abrasion pleurale. Cette contre-indication est levée progressivement par les services de chirurgie qui font la transplantation. Donc on peut envoyer ces malades à l'abrasion pleurale. Ça ne veut pas dire que, entre guillemets, on les grille pour une transplantation future. Juste parler un tout petit peu du pneumothorax de la femme en âge de procréation pour penser un tout petit peu à l'endométriose. J'ai repris des données de l'équipe de l'Hôtel-Dieu qui est maintenant à Cochin de chirurgie thoracique, qui a une grosse expérience sur ce domaine. Et vous voyez, ils ont repris 230 pneumothorax de femmes en âge de procréer et ils ont pu individualiser 40 patientes qui avaient à la fois un diagnostic d'endométriose gynécologique auparavant et un pneumothorax catamanial. Vous voyez, ils ont retrouvé aussi un nombre moins important de patientes qui avaient une endométriose mais dont le pneumothorax n'était pas lié au cycle menstruel. Et puis ils ont refait une autre catégorie où il n'y avait pas d'endométriose mais qui avait un pneumothorax cataménial. Et vous voyez qu'en tout cas, si on regarde la première catégorie, ces pneumothorax sont très particuliers parce qu'ils sont quasi exclusivement à droite. Donc vraiment, le message, c'est de penser à cette pathologie-là quand une jeune femme vient avec un pneumothorax à droite et penser lui poser des questions, je dirais, extrathoraciques. Et vous voyez que dans cette série, effectivement, les patientes avaient des endométrioses pelviennes prouvées dans 48% des cas. C'est une série chirurgicale, donc c'est peut-être aussi pour ça que le biais, la fréquence est peut-être très importante dans cette série, parce qu'il y a un petit biais peut-être de recrutement, notamment dans le service. Mais vous voyez, quand la vidéothoracoscopie a été faite, ils ont retrouvé des défects dans le diaphragme dans 82% des cas, dans cette première série, avec des lésions à la fois macroscopiques compatibles et des lésions microscopiques, comme elles sont représentées sur la coupe histologie que je vous montre, où on voit une glande endométriale fichée, entre guillemets, dans le diaphragme. Ils ont retrouvé ces lésions dans plus de 77% des cas. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que ça change quand même la prise en charge. Déjà, pour les récidives, on peut éviter, entre guillemets, assez bien les récidives en proposant un traitement hormonal à la patiente. Et s'il y a une indication de vidéothoracoscopie, c'est vrai que pour le chirurgien, ça change un petit peu l'abord, qui doit être préféré en postérolatéral pour une bien meilleure visualisation de toute la plèvre et pour pouvoir éventuellement faire la suture de ces lésions diaphragmatiques avec l'hypothèse que l'air peut passer par ces lésions diaphragmatiques et peut entraîner ces épisodes de pneumothorax récidivants. SDRA et barotraumatisme, est-ce que c'est toujours un problème? C'est vrai que dans les premières séries de SDRA, le barotraumatisme et la survenue pneumothorax paraissaient avec une fréquence assez élevée, je crois 20-30%. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait cherché des facteurs de risque et que le niveau de la pression de plateau supérieur à 35 était un facteur de risque majeur de développer un pneumothorax. C'est vrai que peut-être maintenant, avec toute la littérature et l'évolution des réglages des ventilateurs maintenant, ça n'a peut-être plus de sens de se poser cette question. Il y avait peut-être une question un peu plus importante sur la PEP. Est-ce que la PEP, à un niveau élevé, favorisait la survenue de pneumothorax? J'ai repris juste la méta-analyse de Brill dans le JAMA en 2010 qui reprenait les 3 grandes études qui ont testé des niveaux de PEP élevés dans le SDRA. Donc vous voyez que ça fait un nombre de malades très important. Il y avait des étiologies multiples des SDRA et avec des niveaux de PEP, j'ai pris le niveau de PEP à 3 jours, vous voyez, très différents, 13 dans un groupe et 8 dans l'autre. Et quand on regarde les résultats donnés à la fin sur le devenir des patients, vous voyez qu'on a des pourcentages de pneumothorax qui sont assez comparables dans les deux groupes et qui sont voisins de 8%. Donc on observe vraiment une baisse, je crois, très importante de ces barotraumatismes en réanimation, évidemment grâce à la ventilation protectrice.
Les infections à pneumocystis, même si, comme c'est représenté sur le graphique bleu et qui représente en fait l'évolution des diagnostics de pneumocystose au cours des années, c'est un petit peu en petit, on ne voit pas les années, mais dans la zone de San Francisco, vous voyez qu'il y a eu une baisse évidemment avec les traitements préventifs et puis surtout avec l'amélioration de la prise en charge des VIH par les trithérapies. On observe encore des pneumocystoses en réanimation. Vous savez qu'avant cette période de trithérapie, la mortalité était très élevée. J'ai pris l'étude de Bedos qui a été publiée en 1999 et sur les 110 patients pris en charge en réanimation, dans les 34% des patients étaient ventilés. Si 34% de patients ventilés, la mortalité est de 71%. Et dans ces études, à chaque fois, le pneumothorax ressortait comme un facteur de risque, entre guillemets, de mortalité. Après l'amélioration de la prise en charge du VIH, vous voyez, on a moins de patients, mais il y a toujours des patients qui viennent pour des pneumocystoses. La mortalité paraît moins importante dans cette deuxième étude, mais elle existe toujours. Et le pneumothorax et la ventilation mécanique, bien sûr, sont toujours des facteurs de risque importants de mortalité. C'est vrai également pour les non-VIH, avec peut-être une tendance à penser que peut-être la mortalité est plus élevée chez ces patients que chez les VIH à l'heure actuelle. Et là encore, dans cette petite série, vous voyez, de 30 patients publiés dans Chest, vous voyez que les 7 patients qui ont eu un pneumothorax sont tous morts. Alors bien sûr, le pneumothorax n'est peut-être pas un facteur de risque mortalité indépendant, hein, il est peut-être juste, représente peut-être juste une évolution fibrosante de la pneumocystose. C'est difficile, ces études-là ne vont pas permettre de séparer les deux, mais je pense que c'est quand même important dans la prise en charge. Moi, j'ai une question que je me pose et auquel je ne peux pas répondre, c'est le rôle des corticoïdes. On a un peu tendance à penser, nous, pneumologues, les malades qui ont des pneumothorax, peut-être s'ils ont des corticoïdes à forte dose, ils vont avoir du mal, l'abrasion pleurale va se faire mal probablement. C'est vrai que tous ces malades ont des corticoïdes. Peut-être que ça joue dans l'évolution, peut-être pas la survenue, mais peut-être dans l'évolution des fois défavorable de ces pneumothorax. Dernière diapositive. Pour les réanimateurs, juste pour dire que quelquefois, et c'est vous qui avez ces malades-là, on ne peut pas envoyer les malades en chirurgie parce qu'on les juge trop sévères pour avoir une thoracoscopie, une abrasion. Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand on est devant un malade qui a un pneumothorax qu'on n'arrive pas à contrôler? A été développé des techniques endoscopiques qu'on appelle des bloqueurs bronchiques. Il y en a de deux types. Celui qui est sur la gauche, c'est en fait une valve endobronchique qui a été développée pour le traitement des emphysèmes avec une réduction de volume par voie endoscopique, mais qu'on peut utiliser également pour les pneumothorax. Il y a eu 2 cas décrits dans la littérature, dont un chez un patient ventilé. Et puis M. Watanabe, à droite, a développé des bloqueurs qu'on appelait les EVS, les endobronchial Watanabe Spigots. Vous voyez, il y a 3 tailles différentes. C'est des bouchons très bêtes, mais avec des petits picots autour, ce qui fait qu'ils tiennent bien dans les bronches. Et on peut aller chercher avec une sonde type un ballonnet avec une Fogarty pour bien vérifier où exactement dans quelle bronche a lieu la fuite aérienne, et on peut éventuellement mettre ces petits bouchons. C'est ce qui est représenté sur la radio initiale, vous voyez, avec le patient qui avait un pneumothorax bilatéral et puis qui a eu la pose de plusieurs bouchons dans les bronches. Vous voyez les études, c'est vraiment des études de faisabilité, mais il semble que ça se passe bien, qu'il n'y a pas d'infection derrière, et que ça peut être éventuellement une alternative. Encore une fois, moi je n'ai vu qu'un cas chez un patient ventilé. Je n'ai pas vu ça du tout dans le contexte de la réanimation avec des malades multi-infectés. Peut-être que ça sera beaucoup plus compliqué. Pour finir, juste les petits messages clés que je voulais faire passer aujourd'hui. Bon, les urgences dans le pneumothorax, je pense que c'est classique, il n'y a pas de problème particulier. Je crois vraiment qu'on peut proposer, même si on n'a pas la vraie belle étude, le traitement du pneumothorax en ambulatoire. Il faut avoir quelques sécurités vis-à-vis du patient et de sa surveillance, mais honnêtement, je pense qu'on peut le faire dans les pneumothorax de faible taille. Ensuite, la taille du pneumothorax en axillaire décide de l'indication ou non de l'évacuation. Je pense que c'est le seul critère qu'il faut retenir actuellement pour évaluer le volume. Pas d'argument pour préférer un gredin. Pensez à l'endométriose chez la femme jeune qui présente un pneumothorax droit. Je pense qu'il faut poser des questions, etc. Vous voyez, on y pense. Dans l'urgence, souvent, on n'y pense pas, mais après, on peut refaire des diagnostics. Et c'est important pour la prise en charge. Juste pour dire qu'au cours des SDRA, on a l'impression que la fréquence de survenue des pneumothorax est devenue de plus en plus faible et pose de moins en moins de problèmes.
Par contre, pour le pneumocystis, ça reste toujours un facteur de mauvais pronostic. Et dernière chose, que l'abrasion n'est plus, a priori, pour la plupart des équipes, une contre-indication à la transplantation pulmonaire. Voilà, je vous remercie.